19h, Yorana, merci d'être sur la première pour suivre l'actualité. À la une ce soir, peu d'employés ont répondu à l'appel des syndicalistes en ce premier jour de grève générale. Des points névralgiques du pays ont toutefois subi quelques perturbations. Après 5 jours de négociations, le président du pays dénonce une mascarade. Yvonique Rafa nous dira pourquoi. Le ministre de l'économie et des finances est l'invité de ce journal. Une plateforme Internet pour apprendre le tahitien à tout instant. C'est ce que propose une jeune entreprise locale. En cette semaine des langues régionales, nous verrons que l'enseignement des langues polynésiennes peut aussi avoir des retombées économiques. Et enfin, nous irons sous l'Arc de Triomphe à Paris où des stagiaires ultramarins du RSMA ont rendu hommage aux soldats inconnus à l'occasion des 60 ans du régiment. Les grévistes ont bel et bien débrayé ce matin, chacun dans leurs entreprises respectives. Premier constat, le mouvement a été peu suivi. Si l'on en croit ces chiffres de la direction du travail, 1% des agents du pays et de l'éducation ont cessé leurs activités. Dans d'autres secteurs, le taux ne dépasse pas les 40%. Brigitte Olivier, Hubert Liao. À l'OPT, les grévistes sont là, mais n'empêchent pas les autres salariés de venir travailler. Ils expriment leur opposition au pass vaccinal, sont en phase avec une augmentation du SMIC, mais ils se joignent au mouvement pour évoquer aussi leurs difficultés internes. Depuis que l'OPT s'est divisé en filiales avec la création de Vini puis Donati en 2019, ils ne sont plus aussi à l'aise dans leur entreprise. On vit très mal parce qu'aujourd'hui, avec la situation qu'on n'a même pas demandé, via cette fusion qu'il y a eu avec Ponanti, Falelata et quoi que ce soit là, aujourd'hui, il y a trop de population qui a OPT. Et donc, au niveau des contrats ou quoi que ce soit, ça met un mal-être mais partout. On entendra la même chose à l'EDT. Cette grève générale est l'occasion pour certains salariés de remettre au goût du jour d'anciennes doléances non abouties. On a des revendications communes qui est avec l'intersyndical et des revendications qui sont propres au personnel et si tout le monde est dehors parce qu'on a des soucis qu'on doit aussi régler au sein de notre entreprise. Au port, en l'absence de représentants syndicaux, les grévistes ne souhaitent pas s'exprimer publiquement. L'activité semble normale. À l'aéroport, c'est le personnel d'ADT qui est dehors. La grève se fait en solidarité avec l'intersyndicale, mais à la question de savoir si la proximité des fêtes de Noël n'est pas un frein, la réponse est catégorique. Après là, c'est pas une grève juste pour faire grève, juste pour les points de revendication nous touchent énormément. Donc la question ne se pose pas que c'est Noël ou pas, là c'est vraiment important de le faire. D'autres nous diront en off que ces jours non payés vont peser dans le budget des fêtes. Mais pour cet employé du port autonome, une grève se fait aussi dans l'intérêt des autres, qu'ils soient plus ou moins proches. Mon inquiétude à titre personnel, c'est la CPS, parce que mes parents sont concernés. Ils ont une retraite qu'ils ont travaillé toute la vie et ils ont une retraite vraiment basse. Il n'y a personne pour se battre pour eux. Une grève générale, oui, mais elle fédère surtout par les points de revendication internes liés au développement des grandes sociétés emblématiques du pays et par le pessimisme ambiant face à un futur incertain. Et un vent de panique a soufflé sur l'île de Ayatea. Les 3 stations-service ont été prises d'assaut. Les policiers municipaux ont dû réguler le trafic routier puisque les files d'attente ont créé des embouteillages. Vous le voyez sur ces images. Par ailleurs, la compagnie maritime Apetei Express a connu une affluence record car aucun avion n'a décollé à destination ou au départ de Ayatea aujourd'hui. Tous les vols ont été annulés suite au débrayage des pompiers et des salariés d'ADT qui ont suivi le mouvement de grève. Nancy Agnéré, la directrice de l'aéroport de Ayatea, l'a dit à Julien Vescovali. Nous sommes à 100% grévistes sur l'aéroport de Ayatea pour suivre ce mouvement de grève générale. Bon, à savoir qu'en ce qui concerne les 3 aéroports qui sont passés au pays, notamment l'aéroport de Ayatea, Bora Bora et Rangiroa, nous avons une revendication interne à ADT. Et notez que tous les vols depuis ouvert Ayatea sont également annulés demain à l'aéroport de Tahiti AA. Une trentaine de grévistes a été recensée. Protection de l'emploi local à Air France. Les grévistes dénoncent l'affectation de 2 hôtesses basées à Paris en Polynésie pour occuper les postes de chef de cabine principale malgré l'opposition unanime du comité d'entreprise. Ils regrettent que la direction n'ait pas recruté au Fénois. Karine Rohi, la déléguée syndicale Hauteuil, nous en dit plus au micro de Jacques Damour.
Les 2 transferts qui ont été faits n'ont pas été satisfaisants, même ça a été une entrave pour nous. Et également, nos accords nous protègent dans ce sens. On a toujours eu un recrutement local. Ça a été la tradition d'Air France Polynésie. Aujourd'hui, on nous dit que non, finalement, nous allons faire envoyer des personnes de Paris et jusqu'à quand? L'aéroport de Tahiti précise toutefois que les vols internationaux ne seront pas impactés. Yvonique Rafa-Yarana. Bonsoir à toute la Polynésie. Merci d'être sur la première. On vient de l'entendre, la protection de l'emploi local n'est pas appliquée encore. La loi a été promulguée en 2019. La crise est survenue en mars 2020. Est-ce que vous concédez quelque part que le gouvernement a été trop lent sur sa mise en application? Alors effectivement, vous avez cité 2020, 2021, il y a quand même eu la crise. Ce qui est rassurant, c'est que le gouvernement, les syndicats et le patronat se sont mis d'accord effectivement pour réfléchir et mettre en place très rapidement, c'est-à-dire à avril 2002, cette loi de la protection pour l'emploi local. Donc tout ça est déjà bien inscrit dans les agendas. Ça devrait donc intervenir en avril 2022 sur la réforme de la gouvernance de la PSG. On a bien compris que vous ne voulez pas la mettre de côté. Et alors, quelles concessions seriez-vous prêt à faire demain? Alors, avant de parler de concessions, il serait important, effectivement, j'écoutais tout à l'heure un leader syndical qui s'inquiétait de la retraite pour ses parents. Alors, il est important de donner quelques chiffres qui vont, j'espère, illustrer et puis surtout renseigner, mettre les téléspectateurs à la lumière un petit peu de ce qui se passe. Alors, le régime des salariés, grosso modo, c'est 64 000, 65 000 salariés, qui est géré depuis des décennies par, effectivement, un comité paritaire, j'avais dit, par les salariés et les employeurs. Le résultat, c'est quoi? Je vous donne quelques chiffres. Sur la maladie, en 2020, un déficit de 3 milliards. En 2021, un déficit de 7 milliards. 7. En 2022, un déficit annoncé de 11 milliards. 6. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence, justement, pour les personnes affiliées à la Caisse? Eh bien, la conséquence, c'est qu'à un moment donné, la Caisse n'aura plus les moyens de prendre en charge toutes ces prestations. Sur la retraite A, pour revenir un petit peu au propos du leader syndical, la retraite A, en termes de réserve, c'est-à-dire ce qui est possible en fait, de financer, au 31 décembre 2020, nous étions à moins 4,7 milliards. Et là, je compte que la partie exploitation, la partie technique. En 2021, moins 9,7 milliards. Ça veut dire qu'en fait, depuis déjà 2020, il n'y a plus de quoi payer les réserves. Qu'est-ce qui fait que les réserves que la retraite est encore payée aujourd'hui? Ben ça, c'est grâce, au financement en partie du pays, 2, et surtout pour le financement des employeurs avec une cotisation spécifique des employeurs. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que de toute façon, cette réforme, il faudra la faire. De toute façon, cette réforme s'impose. Et ensuite, sur la retraite B, puisqu'il y a 2 branches de la retraite A, la retraite B, elle est excédentaire. Mais depuis 3 ans, nous voyons effectivement un déficit apparaître. Premier déficit en 2020. Deuxième déficit en 2021. Moins 900 millions, moins 200 millions, moins 900 millions. Et le déficit annoncé pour 2022 est de près de 800 millions. Donc, vous voyez bien l'importance et l'urgence de réformer cette protection sociale généralisée. Et c'est bien ce que je propose, c'est de professionnaliser ce conseil d'administration, de mettre des personnes qui viendraient défendre les intérêts des petits salariés. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous, on ne se bat pas pour les hauts salaires. On se bat aussi et surtout pour les petits salaires, de manière à ce que leur retraite soit pérenne à l'avenir.
Alors justement, vous parlez de petits salaires revenant sur le SMIC parce que cela concerne une grande partie de la population et d'ailleurs certains reprochent beaucoup aux politiques de ne pas les valoriser, ces personnes. D'abord, est-ce que vous seriez prêt, Monsieur le Ministre, à vivre avec 152 914 francs par mois? Alors, je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre à ça parce qu'effectivement, j'ai commencé ma carrière, j'avais 144 000 francs, il y a 35 ans. C'était il y a 35 ans. C'était il y a 35 ans, c'est vrai. Mais vous dire si je peux vivre avec 152 000, il faut être honnête. Avec le train de vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est bien pour ça que le gouvernement a proposé, a tout de suite acté la revalorisation du SMIC à compter du 1er décembre de 2%, plus 1% au mois de juillet en fonction de l'évolution du coût de la vie. Oui, justement. Alors, nous avons relevé quelques prix entre novembre 2020 et novembre 2021. Relevé quelques produits aussi que les habitants de Polynésie connaissent très bien. Le sao, par exemple, 153 francs aujourd'hui. Il coûtait 149 francs l'année dernière. La tomate passe de 720 à 795 francs. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, cette augmentation de prix et qui impacte finalement le panier de la ménagère? Effectivement, on peut pas contester effectivement cette augmentation, cet ajustement. En fait, c'est plus un ajustement des tarifs avec ce qui se passe depuis maintenant un an, les embargos dans les ports, les retards de livraison, la flambée des prix au niveau international. Donc nous sommes effectivement répercutés. Donc nous suivons ça avec attention avec la Direction générale des affaires économiques pour voir ensuite quels sont les moyens que le pays peut mettre en place de manière à ce que cette inflation soit maîtrisée au mieux possible. Aujourd'hui, puisque les grévistes n'ont pas accepté votre proposition de revaloriser de 2% le SMIC au 1er décembre, est-ce que vous allez le faire quand même? Alors, il faut que ce soit clair. Ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, nous avons fait des concessions, des propositions. Elles n'ont pas été retenues. Aucune n'a été retenue. Aucune. Donc, dès lors qu'il n'y a pas eu de signature, les propositions deviennent caduques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une représentante syndicale. Donc, pas de valorisation de 2% au SMIC au 1er décembre en tous les cas. Merci pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après ce reportage sur les négociations qui ont eu lieu et que le président du pays qualifie de jeu de dupes. Les syndicalistes ont voulu en découdre selon Edouard Fritsch. Les 5 jours de rencontre se sont révélés totalement infructueuses. Les détails avec Caroline Fari, Chiquita Darouzès et Marcel Bonneau. 17h30 mardi, comme les jours précédents, les journalistes prennent la température avant les négociations de la dernière chance. Les propositions de l'exécutif n'ont pas convaincu l'intersyndicale. Lors d'une suspension de séance, la grève semble inévitable. Oui, c'est l'heure, monsieur. Pour l'instant, on ne pas. Mais tu sais très bien que les grèves peuvent démarrer dans la journée, avant minuit. Nous sommes restés stupéfaits de cette rédaction et nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette proposition rédactionnelle. Voilà. Ça ne reflète pas du tout les débats qui se sont tenus depuis 4 jours, à moins que c'est nous qui comprenions mal le projet de protocole. Les discussions reprennent malgré tout, mais patinent sur la gouvernance de la protection sociale généralisée et l'obligation vaccinale. Il est minuit passé et le dialogue est rompu. Le gouvernement ne répond pas à nos questions. Ils répondent à côté, tout ça, lorsqu'on parle de pouvoir d'achat. Ils nous proposent une promotion sur le dialogue social. Nous avons fait nos propositions. Nous sommes dans une négociation. Une négociation, ça se passe à 2. D'accord ? Et là, nous avons eu le sentiment que c'était de manière unilatérale, que dans un seul sens. Donc, on ne peut pas accepter ce genre de négociation. Je n'appelle pas ça de la négociation. La grève générale est donc effective. Au lendemain des négociations, Edouard Fritsch veut rétablir la vérité sur ce qu'il considère comme une duperie. Et donc d'avoir répondu, nous avons été trompés. Car il est clair qu'aujourd'hui, personne au sein de la délégation syndicale ne voulait en réalité éviter cette grève. Le ton est donné. Difficile dans ce contexte d'imaginer une reprise rapide des discussions. On va finir. Monsieur le ministre, est-ce que cela va être difficile de reprendre les négociations? Alors, avant de vous répondre, je voudrais faire une petite rectification, une petite précision plus qu'une rectification sur le SMIC. De toute façon, la réglementation nous impose
de nous mettre autour d'une table dès lors que l'indice du coût de la vie atteint 2%. Elle sera atteinte au mois de février-mars. Donc à ce moment-là, effectivement, le SMIC sera à minima relevé de 2 points. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que les portes sont fermées, c'est ça? Est-ce que vous allez réinviter les syndicalistes à revenir négocier ou est-ce que vous allez attendre de voir comment évolue la grève demain? Disons que hier, ce n'est pas nous qui avons rompu le dialogue. Les syndicalistes se sont levés de manière unilatérale à minuit 30 et ont quitté la salle. Voilà. Donc maintenant, encore une fois, la porte est ouverte. De toute façon, on trouvera à un moment donné les voies et les moyens pour sortir de cette crise. Merci beaucoup, Yvonique Raffin, d'avoir répondu à nos questions. Une grève donc l'on suivra de très près dans les jours à venir. Un budget, justement, le budget du pays qui sera étudié le mois prochain par les élus de l'Assemblée. Un budget largement alourdi par les dépenses dues à la crise sanitaire. Le virus continue de circuler. On dénombre 14 malades. Ce sont ce 24 novembre, ce qui porte à 29 000 cas confirmés en 5 mois. Les personnes contaminées sont relativement jeunes, 38 ans, alors que les patients qui ont été hospitalisés sont âgés de 55 ans en moyenne. L'autorité de la santé qui craint un rebond de l'épidémie dans les prochains jours appelle les indécis à se faire vacciner. Le docteur Henri-Pierre Mallet répond à Jérôme Lee et Cybèle Plichard. Toujours le même message, la vaccination a fait la preuve de son efficacité, de son innocuité. Nous n'avons pas rapporté d'effets secondaires graves en Polynésie du vaccin. C'est la bonne arme, on a le temps de le faire. Là, on a la chance aujourd'hui que ça ne circule presque plus. C'est le moment pour renforcer son immunité, car ça reviendra. Ça reviendra certainement moins fort, mais ça reviendra un jour ou l'autre. On voit ce qui se passe en Europe, etc. Donc soyons heureux, profitons effectivement de ce petit temps de répit et profitons-en pour s'armer le plus possible pour cette maladie. Et l'arme, c'est aujourd'hui le vaccin. À ce jour, 69% des habitants de 12 ans et plus ont reçu leur 2 doses de vaccin. En cette semaine des langues régionales célébrée par France Télévisions, nous nous intéressons ce soir à l'enseignement de la langue tahitienne sous le prisme de l'économie. Alors que le nombre de locuteurs décline, les cours de tahitien ne désemplissent pas, bien au contraire. Et vous allez le voir, les outils évoluent. On voit cela avec Cybèle Plichard et Jérôme Lee. Depuis sa création il y a 2 ans, cette start-up n'a de cesse d'innover en matière d'enseignement du Reo Tahiti. Le 1er décembre, elle lancera Ireo, une plateforme pour apprendre le tahitien à tout instant grâce à des podcasts, des vidéos et autres jeux. C'est des jeux où il va y avoir par exemple des mots croisés, il va y avoir des sons qu'il va falloir reconnaître et du coup cocher des cases. En fait, c'est des choix, parfois des choix multiples ou pas. Enfin, voilà, c'est très ludique la manière en fait d'apprendre. Il y a une vidéo claire avec un apprentissage. Souvent les vidéos durent 5 minutes et après il y a les jeux par derrière pour pouvoir passer en fait les paliers. On a les voiles. L'entreprise dispense aussi des cours traditionnels en visio, en présentiel et en immersion. Aujourd'hui, la voile traditionnelle est à l'honneur, l'occasion de renouer avec des concepts et un vocabulaire oublié. La voile, taïré, la dérive, taïré, la dérive. Le mât, tira. Et c'est plaisant d'aller sur l'eau pour apprendre le Reo Tahiti? Ah oui, c'est plaisant. Oui. En plus, on est avec une bande de collègues de travail. Oui, c'est plaisant. Oui. Bien sûr que ça favorise l'apprentissage parce que quand on a quelque chose de ludique, qu'on apprend quelque chose de ludique, ça donne tout de suite plus envie que lorsqu'on est assis pendant 4 heures dans une salle. Là, toute la différence. Une méthode qui tranche avec l'enseignement plus sobre de Tani Rapoto, fils de l'illustre linguiste Turo Rapoto. Ici, pas un mot de français et l'enseignement s'appuie sur l'écriture de l'église protestante Maori. Faire un cours frontal ne suffit pas. Il faut impliquer ces étudiants dans ce qu'on apprend et qu'ils fassent des rapports avec ce qu'il sait, ce qu'il connaît déjà. Donc, ce qui fait que ça va peut-être générer un intérêt un peu plus grand chez lui. Des enseignants qui ont en commun de vouloir maintenir les langues polynésiennes bien vivantes.
Heiura Itaetita veut faire du tahitien un outil économique et le revendique. L'entreprise a créé une dizaine, voire une quinzaine d'emplois directs et indirects. Aujourd'hui, donc j'ai une petite équipe, mais je suis pas plus fière effectivement de pouvoir embaucher et j'ai encore des perspectives en 2022 et jusqu'en 2025. Moi, j'ai fait mon plan au moins jusqu'à 2025 là, et l'année prochaine ce sera jusqu'à 2027. Mais j'ai des perspectives encore d'emploi pour, notamment pour nos jeunes qui sortent de l'université. Une vision positive, loin des discours alarmistes. Avec toujours de nouveaux projets numériques, après la plateforme, une application devrait voir le jour. Au chapitre environnemental, quelles actions pour une gestion durable des ressources et des déchets? Toutes les initiatives sont bonnes à proposer, surtout en cette semaine européenne de réduction des ordures. À Bora Bora, un hôtel de Matira s'est inspiré des idées disponibles sur Internet pour réduire le gaspillage alimentaire. Le pain non consommé au petit déjeuner a été réutilisé et transformé dans les cuisines. Les fours ont chauffé pour cuire les fameux puddings, des gâteaux offerts aux employés. Alain Lee, le responsable QHSE de l'établissement, nous en dit plus au micro de Rosanam Aihota. Le pain, on le pèse pour pouvoir mesurer et savoir ce que l'on perd éventuellement. Mais tout n'est pas perdu parce qu'on les réutilise pour faire du pudding par exemple, qu'on va remettre en vente et distribuer aux clients pour les buffets. Donc en fait, c'est une action que j'ai pu voir sur Internet, qui a été faite déjà dans une cantine par exemple en France. Et du coup, j'ai voulu transposer l'idée à notre échelle. La semaine européenne de réduction des déchets se tient jusqu'au 28 novembre. À cette occasion, des ateliers sur la réduction des déchets et le recyclage vous seront proposés le samedi 27 novembre à l'écolieu de FAA de 9h à 15h. Escale à Paris, il est désormais soixantenaire, le service militaire adapté que tout le monde connaît, le RSMA. Pour la première fois depuis la création de ce dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle, l'institution a rendu hommage aux soldats inconnus sous l'Arc de Triomphe. Une trentaine de jeunes ultramarins sélectionnés dans 7 territoires y ont été conviés. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer, la première. Entouré de 2 volontaires, le général commandant de service militaire adapté dépose une gerbe sur le tombeau du soldat inconnu. C'est la première fois en 60 ans d'existence que le SMA participe à la cérémonie de ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe à Paris. Les ultramarins ont servi la France, servent la France. Certains sont morts sous les plis du drapeau. Et il me semblait important pour les jeunes qui sont au service militaire adapté de venir ici commémorer les anciens, car le soldat inconnu représente la totalité de ceux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Hier et d'aujourd'hui. La participation à la cérémonie d'hommage aux soldats inconnus marque la fin du séjour d'une semaine des volontaires ultramarins dans l'Hexagone. Visiblement émus, tous ou presque se disent prêts à s'engager dans l'armée après le service militaire adapté. J'ai déjà signé pour ma 2e année et ensuite je verrai au fur et à mesure ce que je veux faire plus tard. Mais pourquoi pas m'engager à l'issue du RSMA. Comme moi je suis volontaire technicien, après on peut espérer avoir un poste de SMA. Donc c'est la suite dans le SMA. Mais après sinon j'aimerais bien retourner dans le civil et ouvrir mon entreprise dans la restauration. Les 35 volontaires ultramarins sélectionnés pour la cérémonie ont regagné vendredi leurs unités avec dans la tête la flamme de l'espérance et la Marseillaise pour exalter leurs fibres patriotiques. C'est la fin de ce journal. L'information principale concerne la faible mobilisation des salariés en ce premier jour de grève générale. Seuls 3 fonctionnaires territoriaux ont débrayé sur 2005 agents, moins d'1% aussi dans l'éducation. Le mouvement a plutôt été suivi dans les grandes entreprises telles que OPT, Vini ou EDT. La porte du gouvernement reste cependant ouverte aux syndicalistes, a déclaré Yvonne Graffin, le ministre de l'Économie et des Finances. L'émission Vevo, le grand rendez-vous de la rédaction, revient sur votre antenne. Ce soir, direction Manihi, au Tuamotu, devenu désert touristique depuis la fermeture de l'unique hôtel en 2013 et la réduction du nombre de vols. Mais avant, focus sur les attaques de chiens, un problème encore largement ignoré par les politiques publiques. Voici un extrait. On l'a emmené aux urgences, le chirurgien m'avait dit qu'il ne pouvait pas ramener en fait.
qui ne pouvait pas fermer la plaie parce qu'elle était trop grande. On a dû appeler à Taoné pour appeler un autre chirurgien pour qu'il puisse venir fermer la plaie. Je me souviens quand on m'avait dit que j'étais dehors en train de jouer au train et qu'après le chien s'est détaché, un truc comme ça. Et je me souviens plus de comment on m'avait mordu. Comment tu réagis quand tu vois un chien que tu connais pas? Eh ben, j'y vais loin de lui. Voilà un magazine que vous retrouverez juste après ce journal. Il sera suivi de Bleu Océan qui vous fait découvrir le métier de plongeur. Avant l'émission Heheu Heya para Utokorangi vous propose de revenir sur un magazine d'époque consacré à l'élevage de poules pondeuses. Les titres de la presse demain, la dépêche, femme battue, urgence à la presqu'île. Pas de Tahiti Info pour l'instant. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.